Et on en parle avec Jonathan Denis, président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Une association, comme le dit son nom, favorable à l'ouverture de nouveaux droits. Bonjour monsieur. Vous m'entendez bien? Oui, Alors je vous entends, je ne vous vois pas. Est-ce que vous êtes bien avec nous? je suis avec vous. Formidable. Le projet de loi prévoit la possibilité pour certains patients de demander à un médecin d'être aidé à se suicider via une substance létale qu'ils s'administrent eux-mêmes ou par un tiers s'ils ne le peuvent pas. Au collectif qui dénonce un permis de tuer, qu'est-ce que vous leur répondez? Enfin, ce n'est pas un permis de tuer. Je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'excès et respecter pour autant tous les avis qui peuvent être exprimés. Je ne dis pas que nous avons des certitudes ou que nous avons une vérité à asséner absolument à tout le monde, mais il faut écouter les souffrances qui sont insupportables pour certains patients qui font face à des maladies incurables et qui demandent à pouvoir être accompagnés dans le cadre d'une aide active à mourir et à ne pas avoir à franchir les frontières comme elles le font aujourd'hui pour aller en Belgique ou en Suisse par exemple, mais être accompagnés dans notre pays, que ce soit l'hôpital ou que ce soit à domicile. Et c'est tout l'enjeu de ce projet de loi, c'est de savoir répondre à ces demandes qui existent en respectant absolument toutes les consciences. Et pourquoi le cadre actuel est insuffisant à vos yeux? Pour rappel, la loi Claes-Leonetti de 2016, elle autorise le recours à une sédation profonde et continue, mais c'est insuffisant? Mais la loi Claes-Leonetti permet l'accompagnement dans le cadre d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour des personnes qui sont atteintes de maladies incurables, qui ont des souffrances réfractaires et qui ont un pronostic vital qui est engagé à court terme, c'est-à-dire quelques heures ou quelques jours. Vous n'avez pas de réponse apportée à des personnes qui n'auraient pas ce pronostic vital qui est engagé à court terme. Et puis vous avez des personnes qui peuvent avoir ce pronostic vital engagé à court terme, mais qui ne souhaitent pas être accompagnées dans le cadre d'une sédation parce qu'elles souhaitent pouvoir être en communication jusqu'au bout avec leurs proches et que leur conscience ne soit pas altérée et qu'on soit dans ce laisser mourir de sédations qui peuvent se terminer très vite, mais de sédations qui peuvent aussi parfois durer dans le temps, plusieurs jours ou plusieurs semaines, comme on a pu le voir. Dans le projet actuel, c'est seulement pour certains patients, il reste des conditions, et notamment le fait d'être majeur pour pouvoir faire la demande. Est-ce que pour vous, il faut aussi l'ouvrir aux mineurs? Je crois que ce n'est pas un débat qu'il y a dans ce projet de loi. Certaines structures ont parlé des mineurs. Moi-même, j'ai rappelé que les mineurs étaient accompagnés dans le cadre d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Mais aujourd'hui, il ne faut pas l'agiter comme un chiffon rouge dans le cadre de ce projet de loi. Et je pense que ce projet de loi, il doit surtout répondre aujourd'hui à deux principes qui ne sont pas présents. C'est le principe de la suppression de l'engagement du pronostic vital à court ou à moyen terme. Je pense notamment aux personnes qui pourraient avoir des maladies neurodégénératives, des maladies à évolution lente et qui n'ont pas spécifiquement un pronostic vital engagé à moyen terme, mais qui ont ces souffrances insupportables. Et puis je pense également au poids qu'on souhaite donner aux directives anticipées qui existent depuis 19 ans et qui sont rayées tout simplement d'un trait de ce projet de loi. Vous l'avez évoqué, il y a un débat aussi sur le fait de limiter cette possibilité aux patients qui auraient leur pronostic vital engagé à moyen ou à court terme. Est-ce que pour vous, limiter l'aide à mourir à ces maladies graves, incurables, c'est une bonne chose? Mais tout le monde l'a dit, dans ce projet de loi, le moyen terme, personne n'est capable de le définir. Nous n'allons quand même pas être le seul pays au monde à employer le court et le moyen terme dans une législation permettant l'aide active à mourir, c'est-à-dire le suicide assisté ou l'euthanasie. Il faut réfléchir à l'incurabilité, il faut réfléchir aux souffrances exprimées, qu'elles soient physiques ou psychiques, mais il ne faut pas regarder ce court ou ce moyen terme. Ce moyen terme, on va dire quoi? C'est 6 mois, c'est 12 mois, et que va-t-on répondre à des personnes qui ont des maladies neurodégénératives, qui ont des souffrances à qui on va dire votre pronostic vital c'est 14 mois. Revenez dans 2 mois pour entrer dans le cadre de la loi. Non, je ne pense pas. Il faut être sérieux, regarder les choses lucidement et enlever cet engagement de pronostic vital à court ou à moyen terme, retenir pourquoi pas un stade avancé ou terminal d'une affection. Ça c'est autre chose, mais ne pas s'arc-bouter sur ce principe qui exclura tout simplement de la loi de multiples personnes qui avaient pu en faire la demande il y a des années et qui ne seraient toujours pas accompagnées. Je pense par exemple à Vincent Imbert ou à une ancienne parlementaire, Paulette Guinchard, qui avait dû partir en Suisse dans le cadre d'un suicide assisté. Donc pour vous, c'est trop restrictif, c'est ça, parce que ça exclut certaines maladies comme les maladies neurodégénératives? Ça exclut de fait les maladies neurodégénératives alors que ces personnes auraient des souffrances physiques ou psychiques qu'elles jugeraient insupportables, qui seraient réfractaires à des traitements, mais elles seraient toujours condamnées à devoir partir en Belgique ou en Suisse. On ne les accompagnerait pas. Et se dire on a attendu autant d'années pour faire finalement une loi à minima qui ne réponde pas aux cas qui peuvent se présenter, ce n'est pas la loi humaniste que j'envisage pour notre pays. Et pourtant, ces conditions cumulatives d'accès à l'aide à mourir, les médecins semblent être farouchement pour, et ils demandent des garde-fous à sanctuariser. Qu'est-ce que vous en pensez?
Les médecins ne sont pas farouchement pour qu'on mette le moyen terme, hein. Tous les médecins, qu'ils soient favorables ou non, vous répondent la même chose. Ils sont incapables de donner un pronostic vital engagé à moyen terme. C'est extrêmement flou. Mais sur les Ensuite, ces garde-fous, médecins, la Fédération de l'hospitalisation privée, elle est en demande, par exemple. Mais sur les garde-fous, aucun médecin ne sera obligé d'accompagner dans le cadre d'une aide active à mourir. Il y aura de toute façon cette liberté de conscience personnelle qui sera respectée. Les garde-fous, ce sont des conditions. Mais là, n'inventons rien. Regardons ce qu'ont fait certains pays depuis 20 ans. Ces garde-fous existent, ces conditions strictes existent. Sachons faire la même chose dans notre pays. Ne cherchons pas à faire différemment. Le modèle français de l'accompagnement de la fin de vie, ça ne doit pas être un modèle unique que personne ne nous enviera et qui obligera des Français à devoir aller à l'étranger pour profiter d'autres modèles étrangers d'accompagnement. Donc regardons ce qui a déjà été fait et puis sachons le mettre en place chez nous. Et toujours à propos des médecins, selon vous, à vos yeux, qui doit prendre la décision au final de permettre à quelqu'un de mourir, est-ce que ce n'est pas beaucoup sur les seules épaules d'un médecin? Alors, il ne faut pas confondre la décision et le consentement. La décision, elle ne doit appartenir qu'au patient. C'est remettre le patient au cœur de la décision. Ensuite, il y a le médecin qui peut consentir ou non à l'accompagner. C'est pour ça que je tiens à ce qu'il y ait une liberté de conscience des médecins. Mais il n'y a pas que moi. Vous savez, on a encore fait là une enquête, un sondage. Plus de 92% des Français approuvent l'euthanasie. Plus de 89% des Français approuvent le suicide assisté et demandent également qu'il y ait cette liberté de conscience qui soit faite pour le corps médical. Ça, c'est donc les Français pour, et vous le savez, pour d'autres associations et aussi les représentants des cultes d'une manière générale, ces critères qu'on évoque sont beaucoup trop larges. Est-ce que ce n'est pas le signe au final que le texte tel qu'il existe aujourd'hui est équilibré? Vous savez, moi je ne crois pas qu'un texte équilibré, ce soit un texte qui soit dénoncé à la fois par des personnes qui pourraient être favorables à une aide active à mourir et à la fois par des personnes qui voudraient être opposées à une aide active à mourir. Je crois qu'un texte équilibré, c'est un texte qui regarde les choses en face et qui puisse répondre par exemple aux préconisations qui ont été données par la Convention citoyenne sur la fin de vie que le président de la République avait souhaité réunir. Mais ce n'est pas une loi qui doit contenter les uns ou les autres, non, c'est une loi qui doit permettre d'accompagner celles et ceux qui ont aujourd'hui des souffrances, qui ont aujourd'hui des maladies incurables et qui demande à pouvoir être accompagné, du moins à avoir ce champ des possibles qui soit ouvert. Autre condition qui ne manquera pas de faire débat dans les prochaines semaines à l'Assemblée, celle du consentement. On a commencé à l'évoquer, les malades devront être aptes à manifester leur volonté, mais la question c'est quand est-ce qu'un patient qui a formulé son souhait au préalable et qui n'est plus en capacité de le renouveler doit tout de même bénéficier de l'aide à mourir? C'est tout simplement le poids des directives anticipées. Les directives anticipées existent depuis 2005. Elles ont été renforcées dans la loi de 2016. Si vous mettez dans vos directives anticipées que vous souhaitez être accompagné dans le cadre d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, c'est valable. Aujourd'hui, on a rayé d'un trait le caractère d'une demande d'aide active à mourir dans le cadre de directives anticipées. Si on veut renforcer le poids des directives anticipées, si on veut vraiment inciter les Français à les écrire et leur dire on vous respectera, on respectera votre choix, oui, il faut qu'il y ait ce pouvoir des directives anticipées dans le cadre d'une aide active à mourir. C'est ce que demandaient d'ailleurs toutes les propositions de loi qui ont été déposées depuis 2017 en ce sens. La mort et ses conditions, c'est toujours des sujets intimes qui sont très complexes à aborder. C'est difficile d'avoir des certitudes sur ces sujets. Comment est-ce que vous anticipez le débat parlementaire qui s'ouvre aujourd'hui? J'espère que le débat sera serein et apaisé. Aujourd'hui, la commission spéciale doit étudier tous les amendements qui ont été déposés après avoir auditionné de multiples personnes. Il m'avait auditionné notamment. Et puis, il y aura ce débat qui s'ouvre le 27 mai à l'Assemblée nationale. On doit un débat respectueux aux Français parce que vous avez raison, c'est un sujet profondément intime. C'est un sujet où chacun doit se garder d'avoir des vérités ou des certitudes. Et c'est justement parce qu'il y a ces incertitudes qu'il doit y avoir cette possibilité qui doit être offerte comme réponse avec les soins palliatifs et comme recours avec une possible aide active à mourir en assumant les mots le suicide assisté ou l'euthanasie au choix du patient. Vous avez évoqué les sondages. Beaucoup de Français sont favorables à l'ouverture de nouveaux droits à ce sujet. Est-ce que vous avez bon espoir que ce soit le cas, qu'avec ce texte, il y ait de nouveaux droits pour les Français? Mais j'espère que les parlementaires vont enfin entendre cette demande massive des Français, peu importe d'ailleurs l'appartenance politique, peu importe la religion, et peu importe l'âge, peu importe où ils habitent. Ces demandes existent depuis plus de 40 ans. Enquête après enquête, on se rend compte toujours des mêmes chiffres. Et je viens de vous le dire, cette nouvelle enquête, 92% pour l'euthanasie, 89% pour le suicide assisté, prouve bien que les Français, un, comprennent les mots et les assument, et deux, demandent cette loi, qu'elle arrive rapidement, parce que tout le temps qu'on prend, c'est du temps que certaines et certains n'ont hélas plus.
Merci beaucoup, Jonathan Denis, président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité, d'avoir été notre invité cet après-midi. Je rappelle que le débat s'ouvre donc en commission spéciale à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui.